Bonjour à tous et bienvenue dans T'as vu, le magazine présenté par les étudiants en journalisme de l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui, à quelques jours seulement du 14 février, nous avons décidé de vous présenter une émission spéciale Saint-Valentin. Au programme aujourd'hui, le cadeau idéal pour faire plaisir à sa copine, les applications de rencontres, la Saint-Valentin quand on est célibataire, le salon du chocolat, avant de finir par un portrait d'amoureux et l'agenda culturel. Comment faire plaisir à sa douce lors de la Saint-Valentin? Je me suis penchée sur la question et je vous propose donc deux possibilités. On ne va pas se mentir, la Saint-Valentin, c'est surtout une fête qui est réservée aux filles. C'est le moyen de leur faire plaisir, voyez par vous-même. Donc la Saint-Valentin, très honnêtement, est-ce que c'est attendu? Je pense que pour plein de filles, de femmes, c'est attendu. Et voilà. Mais après, je pense qu'il ne faut pas se contenter, je dirais ça plutôt pour les hommes, ne pas se contenter que du 14 février. Hein. On sait très bien que dans les traditions, avec les règles de galanterie, etc., la fille sera beaucoup plus motivée à l'idée d'avoir des fleurs, des chocolats, des cadeaux, et un peu moins son copain. Pour moi, c'est quand même une fête où les filles attendent quand même pas mal de choses. C'est-à-dire une preuve que le prince leur montre qu'il les aime en fait. Parlons-en justement du cadeau qui peut être un très gros problème pour ces messieurs. En général, on peut se dire restaurant ou chocolat, les grands classiques, mais on peut aussi trouver que c'est un peu ringard, alors il faudrait peut-être mettre un peu d'originalité dans la chose, et justement à Lille, de l'originalité, on n'en manque pas. Et on va tout de suite commencer avec ce que les filles préfèrent, c'est-à-dire le sucré et les chocolats. Alors nous sommes actuellement à l'intérieur de l'Impertinente, donc l'un des très célèbres salons de thé lillois, et comme vous le savez, nous sommes là pour les chocolats que vous voyez donc ici, avec la jolie étiquette. Ce sont donc des chocolats qui sont faits donc pour l'occasion de la Saint-Valentin. Vous avez donc des bouchées shortbread qui sont donc comme des Twix géants, un mélange de biscuits, de caramel, de chocolat. Vous avez les cœurs pralinés, vous avez aussi des chocolats à la nougatine et encore des rochers croustillants. Ah oui, alors tu l'as dit. Alors on ne sait pas jusqu'à quand ça va être commercialisé, donc dépêchez-vous parce que il risque de ne plus y en avoir beaucoup. Maintenant que le sucré c'est fait, passons aux choses sérieuses avec le repas. Et pourquoi pas cette fois opter pour un brunch romantique avec Margot at Home. La marque Margot at Home existe depuis 4 ans. Et donc notre service se caractérise par une offre un petit peu différenciante de ce qui se fait sur le marché aujourd'hui. Avec des choses qui changent un petit peu du traiteur classique. Puis on a surtout commencé le service traiteur sur la métropole lilloise avec la livraison de brunch à domicile. Et voilà, et occasionnellement, pour des fêtes un peu particulières comme la Saint-Valentin, on repropose des brunchs sous panier de personnes. Donc là, il y a des livraisons qui sont faites pour samedi, dimanche, le 14 et le week-end du 17-18. Alors voilà pour ce reportage dédié aux cadeaux de la Saint-Valentin. Entre un brunch en amoureux ou des chocolats sucrés qui raviront à coup sûr votre fiancé, vous avez clairement le choix. Donc je n'ai plus qu'une chose à vous dire, n'oubliez pas, comme on l'a déjà dit, la Saint-Valentin ça devrait être tous les jours, il faut prendre soin de la personne que l'on aime. Vous avez donc compris, un bon repas et des chocolats, ça fera toujours l'affaire. Et en parlant de chocolat justement, le salon du chocolat c'était le week-end dernier à Lille. Justine et Charlotte ont été sur place. Du 2 au 4 février, le salon Choco & Co a posé ses valises à Lille Grand Palais. Entre deux stands de commerçants, les futurs chocolatiers nordistes pouvaient démontrer leur talent, de quoi régaler les yeux des gourmands. Durant le salon du chocolat, nous allons, Chambre des métiers de l'artisanat des Hauts-de-France, réaliser des petites pièces en chocolat sur ce stand ici, tout simplement, où les jeunes qui sont en formation, en CAP chocolatier, en BTM chocolatier, ce sont aussi des formations de pâtisserie, eh bien, réalisent des petites pièces sur le thème du salon qui est le cirque cette année, et donc qui réalisent du chocolat, des
petites pièces qu'on appelle commerciales, des petits clowns, des fleurs aussi, vous voyez, et des pièces un peu plus importantes qu'on appelle pièces de vitrine, tout simplement, sur le chocolat, sur le thème du cirque, pardon, en chocolat, tout simplement, et faire saliver un peu le grand public ici autour de nous pour avoir un peu de senteur chocolat et un peu d'animation chocolatée, voilà, tout simplement. Les chocolatiers sont déjà dans la vie active. En apprentissage à la Chambre des métiers et du commerce, ils sont l'avenir du chocolat. Ce ne sont pas des étudiants, ce sont des apprentis, puisqu'ils sont en apprentissage. Ce sont aussi des apprenants, qu'on appelle apprenants, parce qu'on a beaucoup aujourd'hui d'adultes en reconversion, qui se redirigent après avoir fait un parcours professionnel différent, qui se reconvertissent dans notre profession. Et c'est vrai qu'on a ici des volontaires, bien sûr, parce qu'ils veulent participer aussi au salon. On est dimanche, donc forcément, ce sont des jeunes qui ont travaillé d'ailleurs en entreprise le matin, la nuit, et qui sont venus ici pendant la journée pour fabriquer du chocolat et faire du chocolat. Mais donc c'est vrai que ce sont des apprenants volontaires et qui démontrent leur passion devant du public. C'est une autre forme de travail, si vous voulez, de travailler en salon, de travailler hors de son laboratoire, voilà, dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes, mais ô combien utiles pour leur profession. Alors on ne va pas les faire déguster parce que ça va être l'émeute, évidemment. Je vous vois arriver, gourmande que vous êtes. Mais évidemment, non. Les jeunes vont certainement les reprendre pour chez eux, parce que c'est leur travail finalement. Mais c'est vrai que le plaisir est pour les yeux là cette fois-ci, voilà, tout simplement. C'est important de bien former les gens pour qu'ils puissent toujours régaler le public et puis faire des choses différemment de ce qu'on a fait nous, et c'est tant mieux. Mais c'est vrai qu'il faut bien les former à leur façon aussi, ils vont toucher. Puis je dis souvent à mes jeunes que ce sont les décideurs de demain, donc voilà. Donc évidemment, ils sont passionnés, donc c'est un métier de passion et de passionné. La passion sera également au rendez-vous mercredi prochain avec la Saint-Valentin. Les chocolatiers rivalisent d'originalité avec des bouquets de chocolat en forme de rose et des sacs à main. Et Charlotte nous a donc rejoint sur le plateau. Bonjour Charlotte. Bonjour Julia. Alors d'abord, brièvement, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le Salon du chocolat et les dates donc, de sa venue à Lille? Alors ça a eu lieu du 2 au 4 février dernier, c'est le salon Chocolat & Co. Ce n'a pas l'appellation Salon du chocolat comme à Paris, c'est vraiment un salon à côté. C'est depuis 3 ans. Et du coup, les gens qu'on a pu voir, mais la Chambre des métiers d'artisanat, sont là depuis 3 ans aussi. Ils ont été appelés effectivement pour montrer un petit peu ce qu'ils savaient faire au public. Donc en fait, les exposants qui sont là, c'est pour se faire connaître qui participent à cette occasion. Pour se faire connaître, il y en a qui font tous les salons. On a croisé un commerçant par exemple qui ne faisait que les salons. Il n'a pas de boutique fixe et c'est comme ça qu'il se fait connaître. Il fait des statues de personnages de films par exemple et il se fait connaître uniquement comme ça. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc les personnes qui sont intéressées après par ce genre de produits, comment ils font pour s'en procurer? Alors il y en a qui sont sur internet, beaucoup. Il y en a qui, par exemple, il y a un stand de pâte à tartiner qui commence à ouvrir des petites boutiques un peu partout en France. Beaucoup site internet ou sinon ils donnent la liste des salons qu'ils font tout au long de l'année et il n'y a plus qu'à les suivre. Et donc à la fin du reportage, vous parlez de la Saint-Valentin, le thème de notre émission. Est-ce que vous avez croisé des amoureux qui étaient justement là pour le chocolat, pour faire plaisir à leur moitié? Alors on a croisé effectivement des personnes qui regardaient les bouquets de fleurs en forme de rose, très joli et très en forme de rose. Il y a beaucoup de choses comme ça, des petits cœurs, des petits trucs un peu mignons. On a aussi trouvé des pâtes tartinées toujours, qui font des pâtes tartinées, c'est un peu une exclusivité durant 15 jours autour de Saint-Valentin. D'accord. Et c'est au gingembre. Ah, donc je vous laisse deviner pourquoi. Oui. Et c'est la spécialité, ça s'appelle la pâte tartinée coquinou au gingembre. Ah d'accord. Et il y en a ça veut tout dire. On l'a croisé qui est venu en chercher 6-7 pots. Ah oui. Alors après, voilà, ils en font ce qu'ils veulent, mais voilà. Apparemment ça fonctionne. Et vous avez goûté, vous? J'ai goûté, je n'aime pas le gingembre, donc du coup, oui, donc voilà. On sent vraiment que ça. Mais après, pour ceux qui aiment le gingembre, je pense qu'il n'y a aucun problème. Très bien, merci Charlotte donc, pour ces informations sur le salon du chocolat qui s'appelle donc Chocolat & Co. Chocolat & Co. D'accord. Et donc quand on pense Saint-Valentin, on pense aussi forcément aux dépenses. Est-ce que cette fête rapporte vraiment? Réponse avec Juliette et Justine. La Saint-Valentin peut être l'occasion de dépenser pour les consommateurs. Mais le chiffre d'affaires des vendeurs s'en ressent-il vraiment? Je me trouve actuellement devant la boutique Green, la boutique d'un fleuriste et paysagiste, et on va aller demander au gérant si effectivement la Saint-Valentin a des retombées économiques sur sa boutique. Alors je suis actuellement avec Hervé qui est fleuriste. Bonjour Hervé. Bonjour.
ça fait combien de temps que vous êtes fleuriste à Lille? Une trentaine d'années. Alors une trentaine d'années, et est-ce qu'en 30 ans, vous avez remarqué que la Saint-Valentin vous permet d'augmenter un peu votre chiffre d'affaires? Oui, ce n'était pas le cas avant. C'était une fête qui était relativement boudée, ou en tout cas ignorée. De plus en plus, avec les médias, c'est devenu une fête commerciale et qui attire de plus en plus de clients, oui. Alors, et pour tenir un commerce en étant fleuriste, est-ce que selon vous, la Saint-Valentin contribue largement à votre chiffre d'affaires, ou vous pourriez vous en passer? On peut toujours s'en passer, mais c'est un appoint non négligeable, tout comme la fête des mères ou des fêtes comme Noël ou Nouvel An. Je dirais que ça vient en troisième position, la première étant la fête des mères, la seconde Noël et la troisième la Saint-Valentin. Mais c'est amené à bouger dans tous les sens. Et qu'en est-il des restaurateurs? Alors on a forcément une fréquentation plus importante du fait que pour la Saint-Valentin, cette journée veut que l'on ne prenne quasiment que des tables de 2 personnes. Donc déjà le nombre de tables est démultiplié. Et au niveau du chiffre d'affaires, forcément on attend également plus parce que l'on propose un menu spécial à un prix plus élevé qu'habituellement, du fait qu'on propose une demi-bouteille de champagne en plus du menu dans le forfait global pour la soirée. Est-ce que le restaurant pourrait fonctionner sans cette date au mois de février? On continuerait de fonctionner, c'est simplement un plus dans le mois de février qui est un mois, on va dire, un petit peu moins fréquenté du fait des vacances scolaires qui jouent énormément sur notre activité. 50% des Français fêtant la Saint-Valentin déclarent ne pas vouloir dépenser plus de 49 € pour l'occasion. Un budget qui change selon le consommateur. Et Juliette nous a rejoint. Bonjour Juliette. Bonjour Julia. Alors, on va prendre d'abord un gros cliché. Est-ce que la Saint-Valentin, c'est vraiment une fête commerciale? Eh bien oui Julia, c'est une fête commerciale et selon certains sociologues, ces rituels sociaux comme la Saint-Valentin sont toujours l'occasion de surconsommer. Du coup, vous avez les vendeurs et commerçants qui préparent cette fête avec des techniques de communication importantes. Et est-ce que vous avez quelques chiffres pour nous parler justement des consommateurs en France? Alors oui, l'année dernière, en 2017, 37% des Français ont fêté la Saint-Valentin. Et parmi eux, un quart dépensait entre 50 et 149 €. Mais un sacré budget quand même. C'est un sacré budget et ce budget est extensible selon les porte-monnaies et au niveau de ce que vous voulez vous offrir. Donc il y a les restaurants, les cadeaux classiques avec les fleurs, les chocolats, mais également des voyages. On n'en a pas forcément parlé dans le reportage qui ont aussi leur part dans les cadeaux qu'on offre pour la Saint-Valentin et qui ont un budget plus important. Et donc par rapport aux commerçants que vous avez interviewés lors de votre reportage, est-ce que pour eux, la Saint-Valentin, c'est une bonne chose pour leurs affaires? Clairement oui, donc le fleuriste qu'on a rencontré nous a expliqué que ça l'aidait énormément au mois de février. Pour les restaurateurs, beaucoup préparent un menu spécial pour la Saint-Valentin qui font payer peut-être plus cher que d'habitude. De monter les prix. Donc clairement oui, cette date est importante par rapport à leur chiffre d'affaires du mois de février en tout cas. Que ce soit pour les amoureux ou pour les commerçants, Exactement. Ça a une importance. Et au niveau international, est-ce que vous savez combien rapporte la fête des amoureux? Alors la fête est originaire de Grande-Bretagne, donc c'est énorme, c'est beaucoup dans les pays anglophones que la Saint-Valentin a de l'importance. J'ai un chiffre par rapport aux États-Unis l'année dernière, c'était 17,6 milliards de dépenses liées à la Saint-Valentin, ce qui est quand même assez important. Merci Juliette pour ces indications. Trouver son âme sœur, ça se fait de plus en plus via les applications mobiles. Marine, Gary et Camille se sont intéressés à ces applications. La Saint-Valentin arrive à grands pas et si certains célibataires s'inquiètent de trouver un rencard, les applications de rencontres se présentent comme la solution idéale. Mais une rencontre en ligne a-t-elle les mêmes codes qu'une rencontre dans la vraie vie? Une manière d'aborder les gens qui n'est pas la même sur Internet que dans la vraie vie. C'est une façon de s'évader et de créer une fiction. Ce n'est qu'un moyen. Le moyen justement de trouver quelque puissance en soi à travers la consommation de ce moyen. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent à un rendez-vous, à un date Tinder, comme ça se dit, qui vont avoir une désillusion en voyant que la personne n'était pas tout à fait ce qu'elle montrait sur son profil. On a l'impression de pouvoir connaître quelqu'un de par un simple profil, un profiling, par tel ou tel trait, mais ce trait, justement, ne constitue aucunement ce qui va favoriser l'éclosion de quelques désirs. Le problème, c'est que lui, il a des rendez-vous, mais à chaque fois, ça aboutit pas à grand-chose. Avec le nombre, il n'y a que plus de nombre qui nous satisfait
alors que c'est que en restant sur une seule et même personne qu'on peut vraiment se satisfaire soi-même. En fait. Si des applications comme Tinder s'imposent en marché de la chair, il en existe d'autres qui privilégient une rencontre culturelle plus que romantique. Méloplot en est l'exemple parfait. Vous êtes musicien et vous cherchez un groupe ? Y a plus qu'à. C'est pas des rencontres amoureuses. J'aime bien mettre l'accent dessus parce que c'est vraiment pas ce que je voulais créer. Après, il y a déjà eu des dates sur l'application, mais j'en suis pas responsable. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu restreint le scope pour les rencontres, vu que je vise seulement des personnes qui veulent vraiment partager une passion et pas forcément partager autre chose. Ça viendrait peut-être plus tard, ces affinités. Il y a 20, 30 ans... Par exemple, je prends l'exemple de la musique parce que je fais beaucoup de musique. Quand on cherchait un groupe, il fallait mettre une annonce dans le journal, encore en espérant qu'elle soit publiée. Oui, cherche batteur, cherche truc. Alors, ça avait très très peu de chances d'aboutir, surtout si on n'habitait pas dans une grande ville. Et en plus, si tu trouves des musiciens par bouche à oreille ou par contact sur Facebook, par exemple, genre dans les groupes locaux, musiciens de Lille, etc., tu sais pas trop vraiment ce que la personne joue déjà. Pourtant, l'amour à la française garde de sa superbe, alors qu'il semble se complexifier à l'étranger. Au Japon, par exemple, où il existe des services de location de faux partenaires et même des poupées sexuelles numérisées. Bien heureusement, la numérisation semble chez nous prendre plus de temps à s'immiscer dans nos relations. Cette banalisation du sexe en général à travers les médias, et à cause de cette pression, on devient tous plus ou moins, en tout cas on a tendance, je dis tous parce que c'était mon cas, du coup c'est plus facile de dire ça, mais je pense que la plupart des gens, plus ou moins, deviennent un peu esclaves du sexe facile. Camille est avec nous pour nous parler donc des applications en général. Bonjour Camille. Bonjour Julia. Alors justement, par rapport aux personnes que vous avez interviewées donc dans votre reportage, est-ce que vous avez une idée de la façon dont ils utilisent ces types d'applications? Oui, alors c'est des personnes très différentes. Le premier qu'on voit à l'image, c'est Pierre. Lui, en fait, c'est un garçon qui a été en couple pendant 5 ans. Il vient de se séparer de sa copine et c'est la première fois qu'il se retrouve en fait à 25 ans sur des applications de rencontres. Donc il ne sait pas trop comment faire. Et au contraire, en fait, la personne dont on ne voit pas le visage, si elle a gardé l'anonymat, c'est parce que son cas est beaucoup plus grave, on va dire, entre guillemets. C'est que lui, il est en couple depuis 5 ans, mais il trompe sa copine sur les réseaux sociaux. Et il a développé en fait réellement une espèce de mal-être vis-à-vis de ça, où il ne pouvait plus s'arrêter. Et c'est quand même un effet des applications de rencontres où on peut se poser des questions, quoi. Donc il y a différents types d'utilisation justement de ces applications, vous venez de le dire. Soit c'est vraiment une approche, on va dire, à peu près normale, ou soit c'est un peu plus caché, on va dire. Je pense en fait que tout simplement, Internet n'a pas réellement de limites et ça peut devenir dangereux à partir du moment où on va trop loin, quoi. Mais c'est comme tout, les applications de rencontres... il y en a des différentes. Il y en a certaines où c'est des profils qui sont plus en profondeur, où c'est vraiment pour chercher quelqu'un avec qui avoir une relation stable. L'application la plus connue, Tinder, par contre, je pense que là, rien que l'interface vraiment très rapide a tendance à provoquer des relations beaucoup plus superficielles, quoi. Et est-ce que vous pensez justement qu'avec l'apparition de ces applications, la manière de draguer a changé? Je pense oui. Je pense bien, parce qu'avant, on rencontrait une personne dans la vraie vie et c'est pas le même rapport. C'est-à-dire que ça peut être un coup de foudre, comme ça peut être quelqu'un dans son entourage où c'est au fur et à mesure qu'on apprend à connaître la personne qu'on développe un charme. Mais aujourd'hui, en fait, c'est très simple. Il suffit de sortir son téléphone et en 2-2, on se retrouve dans un bar avec un inconnu et je sais pas, l'atmosphère est posée d'ores et déjà, quoi. On sait pourquoi on est là. Donc je pense que oui, les codes ont changé. Après, il y a quand même justement une espèce de retour à des choses plus simples, comme Pierre, par exemple, le premier garçon qu'on a interviewé. Lui, il ne comprend pas ce genre d'application parce qu'il a toujours vécu avec un contact direct dans la vie. Et c'est vrai que ça permet de dépasser cette timidité dans certaines situations. Ça peut aider. Mais c'est pas forcément quelque chose qui aide sur le fond, quoi. Donc en général, quand on pense application mobile, on pense forcément aux applications de rencontres, mais ce n'est pas forcément
dans un cadre amoureux, comme c'est le cas pour Méloplot. Oui, tout à fait. Réellement, c'était la volonté première de la créatrice, Chantal Vitane, où tous les journalistes qui viennent la voir lui disent « Ah, mais vous êtes le Tinder musical !» Et elle veut pas, elle est là, mais non. Enfin, moi, c'est le côté culturaliste. Voilà, c'est ça. Moi, je veux que les gens... mon application vise à faire prendre conscience aux gens de leur environnement musical. À 500 mètres, il y a quelqu'un qui joue de la guitare, à 200 mètres, il y a un pianiste, et qu'on soit auditeur ou en fait musicien, c'est prendre contact réellement avec son environnement. Et je pense que c'est des applications qui vont se créer de plus en plus face un peu au malaise d'Internet en général, où oui, on se rend compte, mais c'est devenu un peu pervers, je pense. Et par rapport à la Saint-Valentin, est-ce que vous avez pu parler à des personnes qui justement vous ont dit qu'ils s'étaient servis d'applications pour justement ne pas être seuls le soir du 14 février? Je pense que la Saint-Valentin... c'est une fête assez particulière. Je pense que c'est quand même réservé aux couples. Et même en couple, moi personnellement, je ne la fête pas. Mais sur des applications de rencontres, je ne sais pas. Je pense qu'il faut vraiment bien aimer la Saint-Valentin pour aller rencontrer une inconnue et directement lui dire « Viens, on va au resto ». D'accord, merci Camille. La Saint-Valentin, comme on vient de le dire, c'est la fête de l'amour, des amoureux, oui, mais quand on n'est pas en couple, comment on fait pour fêter cette Saint-Valentin? Chloé et Nicolas ont plusieurs solutions pour vous. Tu as prévu de faire pour ta Saint-Valentin? Alors, il y a ma copine qui est de Lyon, qui va me rejoindre ici, et je ne sais pas trop quoi faire, mais je pense qu'une soirée à deux, je sais pas, dans un restaurant ou un truc comme ça, bon, assez classique, hein. Mais je pense que comme Luca est chilienne, je vais la ramener au Chili dans un petit restaurant pour qu'en même temps elle revoie ses parents et ses frères et sœurs. On va faire ça sur 2-3 jours, mais moi je vais essayer, on va voir un peu les prix des avions et du transfert, mais on verra bien. Alors spécialement rien, parce que je ne fête pas la Saint-Valentin, je suis célibataire, et puis deuxièmement, je suis pas du tout pour cette fête, donc voilà. Que l'on sache quoi faire ou non, la Saint-Valentin fait partie des fêtes immanquables. Et si vous n'avez pas encore trouvé votre moitié, la fac de droit de l'Université catholique de Lille vous aide à bousculer un peu le destin. Les lovebox, c'est du coup pour la Saint-Valentin, comme on peut le comprendre au mot love. Et en fait, on invite tous les étudiants à mettre des petits poèmes dans la lovebox, histoire de déclarer leur flamme à leurs amoureux. Mais que les célibataires se rassurent, car cette année, la Saint-Valentin risque bien de passer au second plan à cause du match PSG-Real Madrid. En attendant, on peut toujours s'accorder du temps en lisant un bon livre ou en se rendant aux soirées de Saint-Valentin. Et donc là, si je suis célibataire et que j'ai rien à faire pour la Saint-Valentin, j'ai vu que l'association MCC avait créé une soirée. Et pourquoi je devrais y aller? Déjà, si t'es célibataire, c'est bien de rencontrer des gens, tu vois, de sortir un peu de cette solitude que parfois on rencontre quand on est célibataire. Et comme en général, la Saint-Valentin, c'est une soirée pour les couples, une soirée assez exclusive où les célibataires, justement, se sentent un peu délaissés. Là, justement, on ouvre les portes en disant venez, allez rencontrer du monde. Et même les couples sont acceptés, d'ailleurs, à cette soirée. Donc, c'est vraiment... tout le monde peut venir et faire la fête, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de statut particulier. Et donc, est-ce que tu peux nous parler aussi de ces bracelets qu'on doit porter à cette soirée? Donc, on a 3 types de bracelets. Donc, pour les célibataires, c'est les bracelets verts. Pour les couples, c'est les bracelets roses, quand même, qu'on reconnaisse un peu. Et les bracelets blancs, c'est pour autres. Donc autre type de relation de personnes. On a organisé une soirée au Hall Princesse qui se déroule le 15 février, donc le lendemain de la Saint-Valentin. À l'entrée, il va y avoir un système de bracelets avec 3 choix. Donc il y aura le choix entre célibataire, en couple et recherche une nuit épicée, dans le but d'être clair sur ses intentions et éventuellement de donner certains rapprochements. Que vous soyez en couple ou non, plusieurs options s'offrent à vous. Mais rien ne vous empêche de passer la soirée seule et jouer les Bridget Jones. Alors Alice Creston, membre de l'association MCC, nous a rejoint en plateau. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter globalement ce qu'est justement cette association MCC? Alors l'association MCC va regrouper les personnes faisant partie de l'option événementielle de la Cato, évidemment. Cette option sépare 2 groupes de personnes, un qui va s'occuper d'un autre événement et nous, on s'occupe d'organiser la soirée des anciens MCC depuis 2012. Notre équipe est composée de différents pôles. Un pôle communication qui va s'occuper des réseaux sociaux, des affiches, des choses comme ça. On a également un pôle micro-événements et partenariats qui va s'occuper... micro-événements et logistique qui va s'occuper d'organiser les soirées qui vont se dérouler ou les petits déjeuners, de trouver les dates, le lieu, des choses comme ça également.
On a aussi un pôle partenariat qui va s'occuper de trouver les partenaires pour récolter des fonds ou des goodies pour les soirées et également pour la soirée des anciens. On a un trésorier pour gérer les fonds. On avait également un chargé de relations de presse, mais on s'est rendu compte que pour la soirée des anciens, ce n'est pas nécessaire d'avoir un regard et d'envoyer des informations et de les communiquer, puisque c'est exclusivement pour les anciens MCC depuis 2012. Et après, je suis chef de projet de cette soirée. Et avec cette soirée, justement, on s'occupe d'organiser des micro-événements comme la soirée célibataire. Donc justement, en parlant de ces événements, quand c'est des événements comme ça où donc, il y a un petit prix à payer, où est-ce que l'argent va? Est-ce que c'est pour des associations Alors oui, justement, tous les gains et tous les fonds qui seront récoltés durant cette année, pendant nos micro-événements ou avec des dons, ça ira pour l'association Foot Fauteuil de Villeneuve-d'Ascq, puisque notre projet est en collaboration avec cette association-là. D'accord. Et donc, vous venez de parler de la soirée qui sera donc au Network pour les célibataires. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, elle aura lieu le 14 février à partir de 22h30 pour la Saint-Valentin et au Network. On a décidé de le faire au Network puisque, comme c'est une soirée célibataire et pas Saint-Valentin, c'est pas réservé qu'aux couples. Donc, une ambiance un peu festive, c'est pas gênant et ça va permettre aux gens de se rencontrer. Il y a des goodies qui seront proposés, des tarifs préférentiels, un PAF de 3 € pour l'entrée et bien sûr les fonds seront pour l'association. Et après un code couleur de bracelet, comme Guillemette vous en avez parlé précédemment. Donc on avait fait les 3 types, célibataires évidemment pour que les personnes célibataires puissent avoir une distinction et si elles veulent draguer un peu, voilà. Après les roses pour les personnes en couple et non définies. Ça peut être très bien d'autres types de relations mais également les personnes qui sont célibataires et ne veulent pas afficher leur célibat puisqu'elles ne veulent pas trouver quelqu'un. Ou même pour les gens qui viennent entre amis, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Parce que pour moi, la Saint-Valentin, c'est pas juste pour les amoureux, mais tout pour l'amour en général. Et donc les amis, les couples, pour moi, tout est inclus dans ça. Et comme ça, chacun sait à quoi s'attendre avec les bracelets. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres événements à venir ? Alors, on avait déjà précédemment organisé des petits déjeuners et une autre soirée. Donc là, on va organiser une autre soirée prochainement, avec, dans un autre lieu évidemment, et sûrement un autre petit déjeuner également. On essaye d'en faire un tous les mois ou tous les 2 mois, histoire de rester dans les mémoires et de réussir à récolter le plus de fonds possible pour l'association, puisque c'est le but. Et donc, si on a envie d'avoir plus d'informations sur l'association MCC, où est-ce qu'on peut en trouver ? Alors, les informations, par exemple, nous, tous nos événements vont être mis sur la page Médias, Culture et Communication. Ils vont être relayés par l'association MCC. On les met sur les plus de pages possibles des étudiants. Chacun des membres de notre équipe les repartage le plus possible sur sa page. On fait également des affiches qui sont mises selon les événements, soit seulement dans la faculté des lettres et sciences humaines, soit aussi dans les autres facultés. On met des informations sur Facebook, on en met sur d'autres pages Facebook pour des événements. Et pour l'association, pour la soirée des anciens, les informations, c'est plutôt nous qui les avons puisque c'est réservé aux membres. Et on partage également les informations de l'association Foot Fauteuil. On met un lien pour tous nos événements. On met des photos lors des événements. Là, prochainement, on va aller les voir pour réussir à avoir des vidéos, des interviews, pour pouvoir vraiment les mettre en avant, les afficher, que les gens puissent voir vraiment dans quoi ils donnent et pouvoir les intéresser le plus possible, puisqu'on avait déjà mis des photos lors de nos petits déjeuners et les gens nous avaient questionnés. Donc là, on aura vraiment quelque chose à leur montrer et ils pourront se rendre compte que ce qu'ils donnent, c'est vraiment... C'est pas pour rien, ça va bien. Voilà. Et on a également un litchi qui a été créé, donc une cagnotte, et tous les fonds de cette cagnotte, c'est pour l'association également. Voilà. D'accord, très bien, merci Alice. Donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez donc aller sur leurs réseaux sociaux. Et pour revenir à l'amour, quoi de mieux pour en parler qu'un joli portrait d'un couple qui s'aime. C'est le portrait de la semaine avec Théo et Rachel. Merci beaucoup. De rien. Pour
Pour d'autres, être en couple, c'est être marié depuis 57 ans, sans avoir connu de vie commune avant, mais le découvrir petit à petit, les difficultés et les choses plus faciles dans le quotidien. C'est le cas de Jean-Michel et Anne-Marie qui sont mariés depuis 57 ans. Nous allons les rencontrer aujourd'hui. Comment vous êtes rencontrés? Moi je réponds, en colonie de vacances. Nous étions moniteurs tous les deux. Enfin, moniteurs et monitrices. Et comment ça s'est passé alors? Ça s'est fait au jour un petit peu tous les jours. À votre époque, c'était normal de se marier rapidement, mais c'était pas un peu effrayant de s'engager à vie devant l'église et devant la mairie avec une personne? Moi, je pense que c'est une question d'état d'esprit. On avait envie de se marier et on était même pressé de se marier. Uniquement comme ça, pour être tous les deux ensemble. Et être en couple, comme vous dites maintenant. Mais nous, il y avait le mariage obligatoire. Voilà. Et du coup, vous devez vous connaître tous les deux par cœur? On se connaît pas mal quand même. Oui, oui, on se connaît bien. Oui. On sait quand il faut être gentil, on sait quand on doit râler un petit peu, mais ça va très bien. Est-ce que vous connaissez vraiment beaucoup les habitudes de l'autre ou... Bah, puis c'est le caractère, il y a des choses qui nous font râler un peu. Parfois on se penche sur les pieds aussi. Si grand-mère fait de la cuisine et que je viens voir, viens pas m'embêter dans la cuisine. Qu'est-ce que tu fais encore devant l'ordinateur? Il a dû aussi y avoir des moments difficiles en 57 ans de mariage? Ah oui, mais oui. Il y a eu plusieurs clashs, c'est sûr. Oui. Enfin, jamais pour aller jusqu'à la séparation éventuelle. Oui, jamais. Non. C'est jamais arrivé. La Saint-Valentin n'a aucun sens pour vous? Pas pour moi en tout cas. Et pour toi? Oh, c'est la Saint-Valentin, mais c'est tout, quoi. J'y pense parce que j'en entends parler. Je crois que depuis qu'on est mariés, on a dû aller 2 fois au restaurant pour la Saint-Valentin. Oui, alors. C'est à peu près tout. Alors on pourrait y aller plus facilement. Oui, naturellement. Ça ne nous intéresse pas plus que ça. Et vous ne vous faites pas de cadeaux du coup? Non. Quelquefois j'en ai déjà eu parce que je l'ai réclamé. Pour la Saint-Valentin? Ah ouais, je l'ai déjà eu. Oui. Pas par moi. Dis donc. Et Théo nous a rejoint. Bonjour Théo. Bonjour Julia. Un joli reportage, donc comme quoi l'amour, ça peut durer. Et ça dure et depuis 57 ans, ce qui n'est pas rien. Donc c'est en fait la vraie signification de l'amour, la véritable Saint-Valentin. On n'est pas obligé de la fêter quand on s'aime vraiment. Oui, c'est une Saint-Valentin tous les jours du coup. Voilà. Alors on va tout de suite passer donc à l'agenda culturel avec aussi vous Théo. Vous Exactement. L'agenda culturel de ce week-end. Alors on va commencer avec les 3 joyeuses de Dunkerque évidemment. La bande de Dunkerque se rassemble au pied de l'hôtel de ville pour le traditionnel G2 Hareng. Donc à la fin du défilé, ça se terminera par un grand bal au Cœur-Salle. Le départ est ce samedi à 15h. On enchaîne ensuite avec le Soul Music Live Contest. Donc c'est un premier tremplin musical qui est dédié à la musique soul. Donc c'est un show organisé sous forme de concours avec les talents de notre région. Donc ça se passe ce soir de 19h à minuit à la pause 261, boulevard de Tournai à Villeneuve-d'Ascq. On enchaîne ensuite avec les foulées de février blanc. Donc ce sont des courses à pied et des marches organisées autour de la lutte contre les cancers pédiatriques. Donc évidemment, c'est ouvert à tous, pour les sportifs. Les sportifs en herbe, les amateurs, mais aussi les vétérans. On n'est pas obligé d'être très doué. Exactement. Quel que soit votre rythme, quelle que soit votre connaissance du running, etc., tout le monde peut participer. C'est pour la bonne cause en plus de ça. Donc c'est rendez-vous le 11 février au parc de la Citadelle de 9h30 à 12h30. Et si on veut plus d'informations, il y a peut-être une page Facebook, un site? Sur Lille.fr, tout simplement. Vous pourrez retrouver toutes les informations organisées pour l'événement. Non, c'est public et c'est gratuit. Donc voilà, tout le monde peut venir. C'est un rassemblement public. On enchaîne ensuite avec le Maker Faire Lille 2018. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Oui, ça revient déjà, oui, c'est ça. Il y a plusieurs années que ça... Exactement, c'est la nouvelle édition, donc l'édition 2018. Donc ce sont des ateliers et démonstrations pour réveiller
notre âme de maker, notre âme de constructeur, de oui. bricoleur, d'artiste. Et du coup, vous avez 50 ateliers ludiques. Donc vous avez par exemple de la modélisation 3D, de la pyrogravure, de l'électronique ou encore du bricolage. C'est quand même assez technique. Hein. C'est très technique, mais justement, c'est pour essayer de nous attirer vers quelque chose de très manuel. Donc vous avez 25 animations, comme par exemple une course de pilotage de drone. Il y a 200 makers qui sont présents, donc artistes, créateurs, youtubeurs, mais aussi designers. Donc c'est au Tripostale du 9 au 11 février, de 9 € en plein tarif, 6 € le tarif réduit, et évidemment c'est gratuit pour les moins de 6 ans. Et on peut prendre des places directement sur place du coup? Oui, ou alors sur le site. Ou internet. aussi sur le site, d'accord. Exactement. Et on termine à Marc-en-Barœul avec la foire européenne du disque. Je ne sais pas si vous êtes une grande fan, Julia, de... Pas forcément, mais je vais écouter quand même, vinyle, ça etc. peut m'intéresser. Et bah justement, donc, le 50s Club organise la plus grande vente la plus grande vente régionale de disques. Donc il y a une centaine de milliers de disques qui sont mis en vente. Vous avez des CD, des DVD, des vinyles. Tous les styles de musique se rejoignent. Il y a 100 vendeurs français mais aussi étrangers qui seront présents. Il y aura également une conférence à 15h sur le disque vinyle, histoire de diversifier un petit peu l'événement. Donc je le disais, c'est à Marc-en-Barœul le 11 février de 9h30 à 17h30 et l'entrée est à 2,50 €. De quoi ravir tous les collectionneurs de vinyle parce qu'il y en a quand même beaucoup Exactement. actuellement. Donc, et en plus de ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode, le vinyle. Ça revient beaucoup à la mode. Très bien, merci Théo. Un événement Merci particulier qui vous plaît? Écoutez, je pense que ça serait le Maker Faire. Ça m'aiderait quand même à être un petit peu plus bricoleur, à avoir la fibre plus manuelle. Et c'est aussi très actuel avec les drones, etc. Donc, c'est sûr. Ça me donnerait des compétences supplémentaires, même dans notre domaine. Donc, je testerai, puis on pourra faire un retour plateau. Exactement. Exactement. Merci Théo. C'est déjà la fin de ce T'as vu. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau T'as vu. Et ce sera une édition spéciale Art Up.